On nous a toujours dit que l'amour, c'était la plus grande force de l'univers. Le genre de pouvoir capable de soulever des montagnes, de défier le temps et de donner un sens à nos vies. C'est l'émotion que les poètes, les musiciens et les cinéastes célèbrent. En gros, le Graal de notre existence. Mais si je vous disais que l'un des plus grands esprits de l'histoire, le philosophe Platon, pensait exactement l'inverse, qu'il était convaincu que cette force que nous chérissons tant était en réalité une faiblesse, une faille qui nous sabote, nous garde prisonniers du monde matériel et nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. L'idée est choquante, presque un blasphème. Pourtant, elle est au cœur de la pensée de Platon. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'un des textes les plus célèbres de la philosophie, le Banquet, pour comprendre pourquoi Platon était si méfiant envers l'amour passionnel. Accrochez-vous, on va explorer sa vision radicale de l'amour et voir comment, selon lui, il nous rend faibles. Pour vraiment piger la pensée de Platon, il faut d'abord la débarrasser d'une idée super célèbre qu'on lui colle sur le dos à tort. Si je vous dis Platon et amour, il y a de grandes chances que vous pensiez tout de suite au mythe de l'âme sœur. Cette histoire, tout le monde la connaît. Dans le Banquet, c'est le poète Aristophane qui la raconte. Il décrit une humanité primitive très différente. Au départ, les humains n'étaient pas des individus, mais des créatures doubles, sphériques, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Il y avait 3 genres, le masculin, né du soleil, le féminin, né de la terre, et l'androgyne, né de la lune, qui mélangeait les deux. Ces êtres étaient incroyablement puissants et orgueilleux, tellement qu'ils ont décidé un jour de grimper sur le mont Olympe pour défier les dieux. Zeus, pour les punir sans pour autant les anéantir, a eu une idée. Il a pris son foudre et les a coupés en 2, comme on coupe un œuf avec un cheveu. Depuis, chaque moitié erre sur terre, rongée par la nostalgie de son autre partie. L'amour, d'après Aristophane, ne serait donc que cette quête désespérée pour retrouver notre moitié perdue, ce besoin de fusionner pour ne faire plus qu'un. C'est une histoire magnifique, très poétique, qui a forgé notre imaginaire et a créé l'expression « trouver sa moitié ». Elle nous vante un amour total, fusionnel, comme remède à notre solitude. Le problème, cette vision, aussi belle soit-elle, n'est absolument pas celle de Platon. Ce n'est pas un hasard s'il la met dans la bouche d'un poète comique, c'est pour mieux la démolir juste après. Pour Platon, cette idée qu'on devient complet grâce à quelqu'un d'autre est une impasse, une douce illusion qui nous détourne de la vraie nature de l'amour. Après plusieurs discours des autres invités, c'est au tour de Socrate, et comme d'habitude, il ne va pas se contenter de donner son avis. Non, il va carrément pulvériser tout ce qui a été dit avant. Pour ça, il ne parle pas en son nom, mais rapporte l'enseignement d'une prêtresse un peu mystérieuse, Diotime de Mantinée. C'est elle qui lui aurait révélé la véritable nature d'Eros, le dieu de l'amour. Et la première bombe que Diotime lâche, c'est ça. L'amour n'est pas un dieu. Comment le pourrait-il ? Les dieux sont parfaits, ils possèdent tout. Or l'amour, par essence, c'est le désir. Et on ne désire que ce qu'on n'a pas. Comme le dit Socrate, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. L'amour désire le beau et le bien, donc par définition, il ne les possède pas. Il ne peut donc pas être un dieu. Mais alors, s'il n'est pas un dieu, c'est un mortel ? Non plus. Diotime explique que l'amour est un démon, un esprit intermédiaire qui fait le pont entre les dieux et les hommes. Il n'est ni beau, ni laid, ni savant, ni ignorant. Il est toujours entre les deux. Pour illustrer ça, elle raconte sa naissance. Le jour de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté, les dieux font un grand banquet. Poros, le dieu de l'ingéniosité,
boit un peu trop de nectar et s'endort dans le jardin de Zeus. Peña, la déesse de la pauvreté et du manque, en profite pour s'unir à lui et concevoir un enfant, Eros, l'amour. De sa mère, Peña, Eros hérite d'un manque constant. Il est toujours dans le besoin, toujours fauché, toujours en quête. Mais de son père, Poros, il a l'ingéniosité, l'audace, l'instinct du chasseur qui veut posséder ce qui est beau et bon. L'amour est donc un état de manque perpétuel, une tension permanente vers ce qu'il n'a pas. Ce n'est pas la possession, c'est la quête. Ce n'est pas la plénitude, c'est une blessure ouverte. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Si l'amour est un manque fondamental, une quête sans fin, comment pourrait-il être une force? Pour Platon, c'est tout l'inverse. C'est la source de deux faiblesses majeures qui nous tirent vers le bas. Première faiblesse, l'attachement au monde matériel. La première forme d'amour, la plus banale, c'est l'attirance pour un beau corps, le coup de foudre. Pour Platon, s'arrêter là, c'est tomber dans le piège ultime. Pourquoi? Parce qu'un corps, c'est matériel, périssable, imparfait. Ça vieillit, ça change, et un jour, ça disparaît. En concentrant toute notre énergie sur une seule personne, sur une simple enveloppe charnelle, on s'enchaîne au monde sensible, ce monde des apparences que Platon compare à une caverne. On devient dépendant d'un objet extérieur et fragile pour être heureux. C'est une faiblesse terrible, car ça nous rend vulnérables. Si la personne nous quitte, change ou meurt, notre monde s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a mis les fondations de notre existence dans quelque chose qui n'est pas à nous, quelque chose d'instable. Cet amour passionnel nous ancre dans l'illusion et nous détourne de la seule chose qui compte, la quête de ce qui est vrai, éternel et immuable. Deuxième faiblesse, la perte de la raison. Pour Platon, le but ultime d'un être humain, c'est la philosophie, l'amour de la sagesse. La meilleure vie possible est une vie guidée par la raison, par une quête intellectuelle de la vérité. Le problème, c'est que l'amour passionnel, l'éros à l'état brut, est l'ennemi juré de la raison. C'est une sorte de folie divine. Cette passion submerge notre jugement. Elle nous rend jaloux, obsessionnels, dépendants affectifs. Bref, elle nous fait perdre le contrôle. Un homme ou une femme consumé par la passion n'est plus maître de son âme. Il devient l'esclave de ses émotions et de l'objet de son désir. Cette perte de raison est une faiblesse car elle nous empêche de nous élever. Le philosophe doit être un athlète de l'esprit, discipliné et concentré sur les vérités éternelles. L'amour passionnel n'est qu'une distraction chaotique qui le tire vers les drames du quotidien et l'éloigne de sa vraie mission. En ce sens, l'amour passionnel sabote l'effort de l'âme pour s'arracher à l'ignorance. Alors, que faire? Faut-il renoncer à l'amour? Platon est-il juste un ascète un peu froid qui rejette toute émotion? Pas tout à fait, car c'est là qu'est tout le génie de sa pensée. Si l'amour est une faiblesse à son niveau le plus bas, il est aussi le point de départ de la plus grande des forces. L'amour, en tant que daimon, est par nature un philosophe. Il n'est ni savant ni ignorant, mais il désire la sagesse. Il peut donc être le moteur qui nous propulse hors de la caverne des illusions. Pour ça, il ne faut surtout pas rester bloqué au premier stade. Il faut le transcender en grimpant l'échelle de l'amour de Diotime. La première marche, on l'a vu, c'est l'amour pour un seul beau corps. Y rester, c'est la faiblesse. L'utiliser comme une étincelle pour passer à la suite, c'est là que la force commence. Deuxième marche, on réalise que la beauté de ce corps n'est pas unique. On apprend à aimer tous les beaux corps, à reconnaître la beauté comme une qualité qu'on retrouve partout. De là, on grimpe à la troisième marche, l'amour pour la beauté des âmes. On comprend qu'une belle intelligence, un bel esprit, a bien plus de valeur et dure bien plus longtemps que la beauté physique. Puis, quatrième marche, l'amour pour la beauté des lois et des institutions qui permettent aux belles âmes de s'épanouir.
Ensuite, 5e marche, l'amour pour la beauté de la connaissance. L'amant se détache des personnes pour tomber amoureux du savoir lui-même, de la pure joie de comprendre. Enfin, tout en haut de l'échelle, l'amant philosophe atteint la contemplation ultime. Il n'aime plus une chose belle, mais le beau en soi. L'idée pure, éternelle et absolue de la beauté, dont toutes les beautés de notre monde ne sont que de pâles reflets. Atteindre ça, c'est la sagesse. En résumé, pour Platon, la faiblesse de l'amour ne vient pas du sentiment lui-même, mais de notre incapacité à le transformer. S'arrêter à l'amour d'une seule personne, c'est rester esclave du manque, du périssable et de l'irrationnel. C'est choisir la faiblesse de la dépendance. La vraie force, la grandeur selon Platon, c'est d'utiliser l'énergie de ce désir comme carburant pour une ascension spirituelle. Le véritable amour n'est pas une destination où l'on trouve sa moitié. C'est un point de départ, un tremplin vers la sagesse. L'amour passionnel nous rend faibles quand il est une fin en soi. Il nous rend forts quand il devient un moyen au service de la philosophie. C'est une vision exigeante, c'est sûr, peut-être même un peu dure pour notre sensibilité moderne, mais elle pose une question essentielle. Et vous en pensez quoi? Est-ce que cette idée de devoir transcender l'amour pour s'élever vous parle? Ou est-ce que l'amour fusionnel, l'idéal de ne faire qu'un avec sa moitié, reste le but ultime? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos avis. Si cette exploration de la philo vous a plu et que vous voulez continuer à déconstruire les grandes idées qui ont bâti notre monde, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.